vous et avec ce sujet qui a retenu l'attention de toute la presse au cours de la semaine qui s'achève, avec notamment cette affaire en rapport avec l'interpellation et la déportation, selon certains journaux, de Junior Ngombe, le jeune Junior Ngombe, à Yaoundé. Et finalement, en milieu de semaine, on a appris qu'il a été libéré. Mais il y a plusieurs questions qui se posent. Peut-être pour revenir sur les faits, eh bien, on apprend que ce jeune TikToker de 23 ans avait publié des vidéos sur les réseaux sociaux, des vidéos dans lesquelles il appelait les jeunes Camerounais à s'inscrire massivement sur les listes électorales en vue de l'élection présidentielle de 2025. Il a donc été arrêté, il a été amené à Yaoundé et en milieu de semaine, on a appris qu'il a été libéré. Toutefois, il y a quand même un certain nombre d'interrogations. La première question que je voudrais vous poser, c'est est-ce qu'on peut comprendre pourquoi c'est au CED qu'on l'a amené? Pourquoi on a évoqué le tribunal militaire? Parce que je pense que vous avez, pour pouvoir vous répondre, il faudrait que vous fassiez le rapprochement avec un de vos confrères, un de vos collègues, enfin confrères je pense, d'une chaîne concurrente qui a été interpellée à peu près dans les mêmes conditions et pour les motifs qui y ressemblent. À l'époque, je crois que nous avons eu l'occasion d'en parler ici, à l'occasion d'une de vos invitations. Nous n'étions pas sûrs, puisque sur lui, il y avait deux pistes qui étaient envisageables. Donc nous sommes restés dans des conjectures. On ne savait pas si c'était une façon détournée de le rattacher à une autre procédure qui le concernait, ou si c'était uniquement en raison d'un message qu'il avait porté sur les réseaux sociaux, et qui était un message civique. Il appelait la population à prendre conscience qu'une autre façon de faire pouvait être envisagée sur, je pense que c'est la question de gestion des hydrocarbures, voilà, oui, et autres. Bien. Donc on a exactement la réplique de ce schéma-là, de cette frilosité de l'appareil d'État qui, manifestement, j'imagine, sans doute, peu à l'aise sur ces différents bilans, pense qu'il vaut mieux étouffer l'œuf, la révolte dans l'œuf pour ne pas prendre le moindre risque, et on se retrouve avec ce genre d'aberration. C'est tout simplement un peu surprenant. Donc si vous voulez une explication, à mon avis, le mieux ce serait peut-être de poser la question à ceux qui ont commandité, qui ont ordonné ce genre de pratique. Pourquoi le tribunal militaire? Ce que je peux vous dire moi, c'est qu'en faisant uniquement l'application de la loi, il se trouve que à partir du moment où vous avez un fait, sur un fait, on pose une qualification, c'est-à-dire le nom que le législateur pénal a cru devoir donner à ce comportement-là. Et ce comportement s'assimile à ce qu'on appelle une atteinte à la sûreté intérieure. Et comme vous le savez également, depuis quelque temps, les atteintes à la sûreté sont désormais du ressort du tribunal militaire. C'est pour ça que vous voyez vous-même à quel point on se retrouve, au niveau d'aberration, on se retrouve, où un jeune de Douala, ayant fait simplement ce que beaucoup de jeunes, des millions de jeunes font dans le monde, passer des messages, se retrouve transporté de sa base de Douala, il a 23 ans, hein, ce gamin, jusqu'à Yaoundé, le CED, ensuite le tribunal militaire. La seule autre question ici, c'est pourquoi à Yaoundé, puisqu'il y a un tribunal militaire à Douala, il me semble. Oui. Alors, là, je ne suis pas en train de justifier, je vous explique simplement, j'essaye de vous expliquer à partir des éléments de compréhension qui sont les miens. La vérité, c'est que... Justement, vous êtes avocat, c'est pour ça que la question pour peut-être permettre d'éclairer la lanterne. Est-ce que vous comprenez pourquoi est-ce qu'on l'a amené de Douala pour Yaoundé? Oui et non. Disons que c'est absurde parce qu'habituellement, le lieu où le fait est commis est souvent lorsqu'il y a un conflit. Le droit camerounais dit que vous pouvez être justiciable de 3 endroits. Là où le fait a été commis, là où vous avez été interpellé et là où vous habitez. Bien. Dans le cas que vous évoquez, il y en a au moins 2 qui pouvaient être attractifs de la compétence des juridictions du tribunal militaire de Douala, puisque c'est le tribunal militaire qui est compétent. Sauf que j'imagine que dans le climat que je vous indique, on a dû se dire qu'il valait mieux que ce soit plutôt à Yaoundé. Or, il se trouve que le tribunal militaire de Yaoundé a, lui, une compétence nationale. Il y a 10 tribunaux militaires, un par région. Mais le tribunal militaire de Yaoundé a une compétence qui est globale, qui est nationale. Je pense que ça doit être la raison pour laquelle on a dû sans doute, en essayant de tirer
les compétences, le faire venir. Peut-être une dernière question, on donne la parole aux autres intervenants pour permettre justement aux téléspectateurs de bénéficier de votre expertise dans ces questions de droit. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on est fixé sur sa situation? On dit qu'il a été libéré. D'autres disent que bon, c'est un peu comme si les charges avaient été abandonnées, mais cela n'a pas été indiqué. Et on n'est toujours pas très bien fixé sur les raisons pour lesquelles, je veux dire, le motif de l'acte d'inculpation, entre autres. Est-ce que habituellement, c'est comme ça que ça se passe. Est-ce qu'il faut attendre les tout prochains jours, peut-être la prochaine convocation, puisqu'on a parlé pour certains, pour savoir exactement de quoi il est question? On est vraiment dans le flou total, parce que comme vous venez de l'indiquer vous-même, au travers de vos questions préliminaires, vous comprenez que le motif même pour lequel il est interpellé, même si on avait respecté ses droits, c'est-à-dire le droit déjà d'être informé de ce pourquoi il est poursuivi, le droit de ne pas le priver de liberté à partir du moment où il a un domicile connu, le droit de pouvoir avoir un conseil de son choix dans un environnement où il peut être, et puis le droit d'être jugé là où il a sa famille, c'est-à-dire à Douala. S'il y avait même simplement tous ces droits périphériques respectés, on devrait déjà s'interroger sur le fait de savoir pourquoi il entre dans la machine judiciaire. Vous avez deux types de systèmes. Vous avez des gens qui sont, on va dire, dans un système démocratique, et les gens qui sont dans une sorte de procédure pénale de forme dictatoriale. Là, en l'occurrence, vous avez quelqu'un qui émet une opinion, qui peut être dans ce qu'on appelle habituellement le parcours du crime. Vous avez un certain nombre d'étapes. Vous avez ce qu'on appelle au départ la représentation psychologique de l'infraction. Donc quelqu'un est chez lui, il s'est dit, bon, j'ai envie de faire une émeute, voilà, quelque part. Ensuite, vous avez la représentation psychologique, vous avez la résolution criminelle. Le gars s'est dit, je vais le faire. Dans un premier temps, il imaginait l'hypothèse, puis il prend l'idée. Jusque-là, c'est encore à l'intérieur de la personne. Il n'y a personne à l'extérieur, il n'y a pas une manifestation externe de la volonté telle qu'elle va s'exprimer un peu plus tard. Puis ensuite, il y a l'extériorisation qui commence par ce qu'on appelle les actes préparatoires. Les actes préparatoires sont des actes matériels, mais qui peuvent être porteurs d'équivoques. La personne qui va par exemple acheter un téléphone, qui va le connecter à tel ou tel réseau pour pouvoir faire tel... Ça peut être soit pour communiquer, soit pour envoyer des photos, des vidéos, des images. Jusque-là, ça reste vraiment totalement équivoque. Et puis ensuite alors, on rentre dans ce qu'on appelle le commencement d'exécution. La loi camerounaise a choisi de commencer à poursuivre à partir du commencement d'exécution. C'est un acte matériel, mais un acte matériel qui, par sa caractérisation, sa manifestation, démontre la volonté de l'auteur de réaliser, la volonté non équivoque de l'auteur de réaliser l'infraction. Or là, malheureusement, ce qui est un système, à mon avis, en ayant agi comme ça, on se serait retrouvé dans une forme démocratique de justice pénale. Or là, en l'occurrence, on est allé le récupérer à un stade relativement en amont du processus pour des raisons qu'on n'arrive pas à comprendre. On le ramène à Yaoundé. Bon, pour ce que j'ai entendu dire quand même, il a été bien traité. Au CED, je crois que c'est la seule chose que la plupart des conseils qui sont allés le voir nous ont rapporté comme information. Il a été bien traité. Et on a permis aux avocats, ce qui n'est pas toujours le cas, parce que chaque fois qu'on a interpellé souvent des gens, notamment dans d'autres événements, je pense à ceux de la crise anglophone ou du MRC, la crise post-électorale, on a souvent eu, nous, avocats, nous avons eu beaucoup de mal à les identifier dans les postes de privation de liberté où ils avaient été parfois dispatchés. Tout ça, évidemment, en violation flagrante du Code de procédure pénale. Mais lui, il a au moins été identifié, envoyé en un lieu précis. Les avocats qui ont voulu le voir ont pu avoir des entretiens avec lui sans aucune difficulté. Là où on est un peu surpris, simplement, c'est que quand on doit l'amener après la période de garde à vue, on doit le présenter au commissaire du gouvernement qui représente le ministère public. Ça s'appelle habituellement un déferment. Et habituellement, le déferment, c'est l'entretien que le procureur, la présentation à l'autorité de poursuite, qui devra donc faire le choix de l'option qu'il va entreprendre. Et c'est donc là où, du coup, on apprend qu'il a été remis en liberté. Est-ce sur la base d'instructions qui ont été données de la présidence, du ministère de la Défense ou d'ailleurs, on n'en sait rien. Est-ce l'opinion? Est-ce les éléments judiciaires, les éléments de la procédure qui ont révélé la fragilité des charges, des éléments qui pouvaient, des suspicions qui pouvaient éventuellement peser contre lui?
On n'en sait rien pour l'instant. Peut-être qu'il faudrait qu'on attende un peu avant de voir. Mais moi, j'espère vraiment que ça aura été, encore une fois, une manifestation d'une fébrilité de quelques personnes et non pas le fruit d'un processus qui a été vraiment prévu et organisé. C'est comme vous le dites vous-même, c'est tellement bizarre. Ça tombe même au niveau de l'opportunité, au niveau de la communication, du langage de la communication qu'on doit avoir avec l'extérieur. Nous avons un président de la République qui sort de moins en moins, qui pour une fois est sorti, qui est le visage de ce Cameroun fraternel et protecteur. Et pendant qu'il n'est pas là, dans son dos, vous avez ce genre de pratique. Je ne sais pas quel est le message, même si moi je ne partage pas entièrement l'absolution que vous lui donnez, parce que je pense que ces gens qui sont là, ils ne sont pas là par hasard. Je n'ai jamais vu personne qui casse un carreau et qui entre pour devenir ministre de telle ou telle chose. Et quand ils y restent, malgré les frasques qu'on peut parfois leur reprocher, j'incline à penser que ça doit être ça leur cahier de route, leur feuille de route. Ils ne sont pas là par hasard. Donc quand vous vous dites toujours non, ces gens ont oublié et trahissent la pensée du président de la République, je pense qu'il est temps que le président de la République finisse par se rendre compte que si c'est vraiment des gens qui sont en travers de sa volonté, il y a quelque chose à faire.